Salut, ici Jean-François pour la chaîne Sentier du Bonheur. Et là, je suis un peu fatigué, hein, je suis malade. Et donc, je me suis dit quand même que j'allais faire de temps en temps une petite vidéo parce que ça me fait du bien, ça me permet de retrouver le peps. Et puis, ça me permet de retrouver aussi une communication, hein. Alors jusque-là, sur la chaîne, j'avais prévu quelques archives, hein, donc j'ai balancé des archives. Et puis, je voulais te parler aujourd'hui, donc je vais essayer d'aborder le sujet de la santé, hein, puisque je suis un peu dedans en ce moment. Et je voulais te parler aujourd'hui de la nourriture et en fait de plusieurs livres que j'ai lus, que j'ai vus, dont j'ai fait référence, auxquels j'ai fait référence voilà quelques temps, et qui sont vraiment très bien écrits et qui permettent d'aller plus loin dans la réflexion sur ce que c'est que la nourriture et aussi ce que c'est que notre santé. Hein, voilà, c'est un peu moins pétant, c'est un peu moins, ça part un peu moins que quand j'ai l'habitude de faire mes vidéos parce que je suis un peu affecté, un peu fatigué, mais bon, on va essayer quand même. Et on va parler de la santé, on va parler de la nourriture. Et il existe un livre vraiment très 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 bon marché de Christophe Brusset qui s'appelle « Vous êtes fou d'avaler ça », tu dois connaître, tu as dû le voir dans des émissions de télé parfois. Et alors, si Thierry Casasnovas passe son temps, entre autres avec d'autres, tels que Irène Grosjean, à dire que finalement la nourriture est notre première médecine, qui n'est pas nouveau, eh bien, il faut voir dans quel état on nous la livre et on nous la propose, cette nourriture, hein. Et Christophe Brusset, alors j'ai vu que tu avais des exemplaires à 5,90 € d'occasion. Dans son livre Vous êtes fou d'avaler ça, eh bien, nous livre vraiment l'envers des cartes, hein, l'envers du décor, et nous explique comment ça se passe. Comment ça se passe, Eh bien, comment se passe l'approvisionnement de matières premières pour les marques, pour faire leur repas, pour faire leurs produits, et puis aussi des supermarchés. Alors lui, ce livre, il est intéressant à mon avis à deux titres. D'abord parce que il est très bien écrit, hein, il est écrit sous forme un peu d'une enquête, hein. Il faut voir l'histoire de la tomate chinoise qui démarre dans le Xinjiang, où il y avait d'après ce que j'ai lu, je ne vais pas te faire un résumé du livre, mais où il y avait des troupes chinoises mobilisées durant la guerre froide, et puis finalement qui se retrouvent à travailler dans une sorte de consortium qui fait de la purée de tomates. Et puis tu vas voir qu'il y a des liens avec la mafia sicilienne, enfin c'est incroyable. Et ce livre, il est super bien fait, il est fait par un monsieur qui en fait a fait ça parce que lui, il était acheteur. Alors acheteur, je ne connaissais pas ce métier-là, mais c'est le métier qui consiste tout simplement à faire des achats pour des entreprises, pour des supermarchés, et lui, il achetait pour fabriquer des choses, pour fabriquer des produits. Donc il achetait par dizaines, centaines de tonnes, du poivre, des épices et tout ça, et il explique beaucoup de choses, entre autres que les épices broyées sont un véritable scandale parce qu'on y met absolument ce qu'on veut. Il donne l'exemple de ces nourritures qu'on a retrouvées souillées par des rats, des crottes de rats, et qu'on a simplement broyé. Alors c'est un livre qui est très intéressant, qui est très vite lu et qui est vraiment édifiant. Alors si tu veux encore avoir des nouvelles ou des infos sur Christophe Brusset, tu peux aussi aller sur Thinkerview. Tu verras, il y a je crois 2 heures ou 1 heure et demie qui lui sont consacrées. Et en fait c'est super intéressant et c'est vraiment ça nous interroge. Ça nous interroge parce que quand tu y réfléchis, la nourriture, c'est quelque chose d'absolument incroyable parce que en fait, ça se renouvelle, c'est-à-dire que c'est un marché idéal, tu es obligé de renouveler ta nourriture. Du point de vue des traces, quand tu sors une saloperie, quand tu produis une saloperie, quand tu vends une saloperie, quand tu mets à disposition une saloperie, tu as de la chance, si les gens ne sont pas malades, ça s'en va, puisque tout le monde le prend et l'évacue. Et finalement, l'ingurgite, et tu t'aperçois que c'est une industrie où c'est fou. C'est fou parce que tu t'aperçois que tout simplement, c'est la porte ouverte à toutes les grosses magouilles.
entre autres les Chinois qui te vendent du miel qui ne contient absolument pas de miel, pas de pollen, rien, et qui sont suffisamment forts avec des appareils, je ne sais pas, très perfectionnés pour pouvoir avoir une longueur d'avance sur nous et pouvoir faire eh bien, des tests pour s'assurer qu'ils ne seront pas détectés. Donc tu vois, ce livre, c'est une sorte de descente aux enfers, tu as l'impression vraiment que tu découvres des trucs horribles, et puis tu as l'impression vraiment que tout ce qui est fait en supermarché eh ben, est fait pour te coincer, quoi, pour t'avoir, hein. Ce qu'ils appellent le glazing, je crois qu'ils appellent ça comme ça, qui consiste à mettre de l'eau autour d'un produit simplement pour baisser son prix, hein. Si tu as des crevettes, eh ben, tu vas envoyer de l'eau un peu de la glace autour, et comme ça, ça va compter sur le prix, enfin que des trucs comme ça. Alors moi, à mon échelle, j'ai un exemple à te donner personnel d'un ami qui vendait des tunnels de surgélation, de congélation, et qui en fait le vendait à des industriels du poulet, tu vois. Parce qu'il s'était aperçu on connaît ça à la ferme, si tu as tué des animaux à la ferme, avec tes parents ou autre chose, eh ben on sait qu'un animal, il sèche, on le met à sécher après quand il est mort, pour pouvoir le consommer plus tard. Et pendant qu'il sèche, eh ben il sèche, hein, l'eau s'en va. Eh bien, les industriels, quand un poulet est mort, par exemple, se dépêchent de le congeler, parce qu'au lieu que l'eau s'en aille, hein, les 30 grammes par poulet ou 20 grammes, ça reste dans le poulet, et ça fait de la matière de plus. Et cet industriel, cette personne que je connaissais, qui montait ces tunnels de surgélation, là, eh bien, c'était quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de mal à trouver ses contrats, puisqu'il allait voir les industriels, leur expliquer par la règle de 3 qu'il gagnait 30 grammes par poulet ou 20 grammes, et aussitôt il disait quand est-ce qu'on commence. Donc tu vois, ça c'est absolument incroyable, et ça prouve à quel point la filière est contaminée, à quel point notre nourriture est menacée. Alors ils n'ont pas d'inquiétude à se faire, les industriels, parce que quand ils se font attraper, on leur tape un peu sur les doigts, on leur dit non, vous n'avez pas été sympa, vous n'avez pas été gentil. Et en fait, c'est absolument incroyable comme pratique. Et ce qui est lamentable, tu vois, c'est que ces gens-là sont pas sanctionnés. Parce que si toi, tu fais le con, par exemple, si toi, tu grilles un stop, si toi, tu fais du 150 sur l'autoroute, et tu vas te faire choper, tu vas te faire attraper. Et ces mecs-là, parce qu'ils travaillent sur des milliers de tonnes, ou parce qu'ils ont des employés, puis que si ça va pas, ils te disent, je mets tout le monde à la rue, eh bien, ils sont pas inquiétés. Moi, je trouve que c'est un scandale, parce que je ne sais pas ce qu'on attend. On attend qu'il y ait des milliers de morts d'un seul coup pour faire des lois, pour légiférer. Alors, je sais pas du tout, je suis atterré. Quand on lit ça, je te dis, on est intéressé, parce que ça donne l'impression de comprendre des choses, d'apprendre des choses, mais on a peur, quoi, on a froid dans le dos. Voilà, alors ça c'était pour Christophe Brusset, hein. Et puis tu as, dans un de mes livres que j'aime beaucoup, qui est Triste Amérique, hein, tu as un passage aussi concernant la nourriture, qui est la nourriture aux États-Unis. Alors l'auteur du livre nous parle, hein, il a passé 5 ans aux États-Unis comme correspondant de l'ELCI ou quelque chose comme ça, et il nous parle de la nourriture aux États-Unis, et il nous fait un portrait absolument catastrophique de cette nourriture, nous expliquant entre autres que c'était une nourriture qui était dégueulasse, qui était très mauvaise au niveau sanitaire. De mémoire, les Américains, les éleveurs de bêtes destinées à l'engraissement consomment 620 000 tonnes, hein, ça ne s'invente pas, d'antibiotiques par an, hein, ce qui est énorme, ça fait 2 kilos par habitant, je crois, un truc comme ça, pour traiter des animaux qui sont dans des conditions déplorables. Les fermes font les feedlots, les endroits où on nourrit les bêtes, font 6000 bêtes. Enfin, tu as dû voir ces photos, c'est apocalyptique, c'est incroyable. C'est des 32 tonnes, des smirmores qui alimentent les bêtes. Ça ressemble à rien du tout. Il n'y a que des chiffres aberrants. Le diabète fait plus de morts sur New York que la criminalité. On nous dit qu'on peut être gros aux États-Unis sans être. On peut être gros et dénutri. Enfin, c'est complètement fou. Voilà, donc c'était pour reprendre un peu le contact. J'essaierai de faire une vidéo de temps en temps. Hein, c'est encore la petite forme, mais je voulais pas laisser tomber, je voulais continuer, puis là, travailler un peu sur la santé,
pour te parler ce sujet important qu'est notre santé. Et là, tu vois, ce que j'adore dans Triste Amérique, hein, puisque dans Triste Amérique, tu as le chapitre s'appelle La jungle, parce que ça vient d'un livre qui a été écrit en 1906 sur les abattoirs de Chicago et la mafia de la viande. Et ça t'explique vraiment ce qui se passe aux États-Unis, entre autres, et c'est hallucinant. Donc, que ce soit Christophe Brusset pour vous êtes fou d'avaler ça, ou alors que ce soit Triste Amérique avec le chapitre particulier La jungle, tu peux vraiment plonger dans l'horreur et puis te dire que le moyen d'arriver à se passer de ça, c'est d'acheter des produits les plus frais possibles, les plus près possibles de chez toi, hein, parce que n'oublions pas que aux États-Unis, par exemple, un tiers des légumes proviennent de la Californie, donc ça veut dire qu'elles doivent faire, elles ne le font pas en avion, elles le font en truck, en camion. Elles doivent faire à peu près 5-6 jours de route, donc ça donne des légumes qui sont hyper choisis pour leur résistance à faire de la route, mais pas pour leur goût, ni même leur qualité gustative. Et les 2 tiers des fruits viennent des États-Unis. Voilà, c'était un petit numéro là, un peu mousse cet après-midi, mais on essaie de faire avec. Je te dis salut, n'hésite pas à t'abonner pour nous soutenir, on se retrouve très bientôt.